Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, 5e analyse d'animation. Pour rappel, mon métier c'est animateur 3D et avec ce format, j'essaye de vous transmettre ma passion pour l'animation et le savoir un peu plus technique qu'il peut y avoir autour. La dernière fois, on avait parlé de Spider-Man New Generation, aujourd'hui on s'attaque à ce qui est potentiellement le meilleur film d'animation de l'année dernière, Le Chapeauté 2. Pour ce 5e épisode, j'ai choisi Le Chapeauté 2 parce qu'en plus d'être un super film, son style graphique est plutôt original. C'est également l'occasion d'aborder pour la première fois dans ce format un film du studio DreamWorks. On est donc parti sur ce magnifique film qui est Le Chapeauté 2, avec du coup, j'étais obligé, la scène d'intro qui est déjà magnifique, ça va être un combat du chapeauté qui remonte un petit peu toutes ses capacités. Alors niveau style graphique, il va y avoir quelques petites redites sûrement avec Spider-Man New Generation, parce que, voilà, on le voit déjà, il y a des draw-overs comme ça. Donc qu'est-ce que j'appelle des draw-overs ? Tout simplement, ça peut être par exemple ces petites étincelles là à chaque éclat de lame qui s'entrechoquent. Il y en a quelques-uns, mais on va voir qu'il y en a quand même pas autant que dans Spider-Man New Generation, évidemment. Et ouais, pour parler du style graphique du film, on peut le rapprocher un petit peu à Spider-Man New Generation, mais c'est quand même bien plus en 3D ici. Il y a pas du tout cette recherche de faire un effet comics, hein. Là c'est plutôt une 3D qui se veut un peu unique, avec un rendu un petit peu peinture. Ça rappelle un petit peu Arcane. On sent quand même vraiment la 3D, mais il y a un rendu un petit peu, ouais, je dirais peinture un petit peu. En tout cas, ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Les couleurs sont bien choisies à chaque fois. Enfin, tout fonctionne dans ce film aussi, je trouve. Mais on va surtout parler d'animation parce que l'animation est magnifique. Par exemple, on a déjà là un petit moment qui est intéressant de voir image par image, c'est quand le chapeauté passe entre les deux lames. C'est intéressant de voir comment cette lame-là passe en fait devant sa botte et en même temps on voit que la source de la lame elle vient derrière le chapeauté. Ça en fait dans la silhouette et dans la clarté de l'image, c'est important de montrer que la lame elle passe un petit peu au milieu du chapeauté. En fait c'est le genre d'images qui font tout de suite comprendre à quel point le chapeauté c'est un personnage qui est agile, qui arrive à se faufiler à la perfection entre les lames, tout ça. On a justement encore d'autres draw-overs ici avec des lignes de vitesse en fait sur la lame. Et si je reviens 2 secondes par rapport aux étincelles, c'est marrant de voir comment le pommeau ici de l'épée est éclairé. Donc ça veut dire que dans la scène 3D ils sont venus placer une lumière directement sur le pommeau pour vraiment appuyer cet éclat que forment les deux lames qui s'entrechoquent. Voilà, là on passe à la vue en première personne à la place du chapeauté au moment où il renvoie tous ses adversaires. Donc nous on va avancer un peu dans cette scène pour voir le moment où le golem se réveille. Il va y avoir pas mal de choses à dire sur ce golem géant là. Déjà j'adore ce moment là, j'adore cette idée du chapeauté qui se fait projeter avec les cordes du violoncelle, c'est vraiment stylé. Et donc en fait tous les choix de mise en scène dans cette première scène d'action, ils sont vraiment bien trouvés je trouve. Parce que là voilà, on sait que le chapeauté va être projeté par les cordes du violoncelle et en fait on reste braqué sur lui. Et du coup on sent vraiment tout le ressort qu'il prend avec les cordes. Et donc le golem se retourne vers lui et là il commence à aller vers lui. Et qu'est-ce qu'on retrouve par rapport à Spider-Man New Generation encore une fois ? Le ratio d'image qui est propre à chaque personnage un petit peu. Parce que là du coup il avance, des fois en fait il avance à chaque image et des fois il avance toutes les deux. Donc lui il doit être à peu près à 16 images secondes je dirais. En rappelant que le standard c'est 24, donc il a un peu moins d'images. Et donc là l'intention derrière ce choix de ratio d'image un petit peu réduit, c'est que en fait c'est un personnage géant. Donc tous ses mouvements sont plus lourds, sont plus lents. Et du coup ça fait comprendre un peu plus son gigantisme même à travers sa façon de se mouvoir quoi. Avec ce moment où le chapeauté vient se planter dans le petit ongle, ça va pas être très agréable. D'ailleurs c'est chouette de le voir image par image comme ça parce que on voit que le pouce se déforme bien, il fait un gros écrasement, un gros stretch and squash. Et juste après, on constate la douleur du géant avec cette espèce de fond étrange avec des éclairs un petit peu partout. Donc c'est là, en fait, avec tous ces plans, on commence à comprendre qu'on va être face à un film qui est audacieux graphiquement et qui, à mon avis, mais je pense c'est assez évident, découle tout simplement de l'élan qu'a donné Spider-Man New Generation. Alors là, très très chouette aussi ce moment, le géant qui va balancer le chapeauté hyper fort. Et on voit sur ces quelques frames que sa main fait un énorme smear, ça fait comme un espèce de marteau géant dans le ciel. Et donc là, il a fini son geste, qu'on voit pas encore le chapeauté, c'est juste une toute petite tache dans l'écran et hop il va nous arriver dans la face comme ça mais à vitesse grand V. Donc voilà le classique de il traverse 1000 murs. Et là après avoir bu un petit peu de lait il est reparti. Là le fameux plan que vous avez sûrement dû voir passer avec le petit loup qui se cachait ici depuis le début. Sauf que du coup c'est bien pensé parce que bien sûr on nous le montre au moment où tous les personnages font la hola. Donc notre attention n'est pas du tout ici. Ça j'adore aussi, on a la cloche au premier plan qui est nette. Donc on regarde d'abord la cloche, on voit que le géant s'est tourné vers la cloche. En fait on sait déjà l'action qui va se passer. Et en fait on va d'abord voir le bâtiment se détruire avant de voir hop sa main qui empoigne la cloche apparaître. Donc là on passe dans des plans dignes de l'attaque des titans un petit peu. Avec encore une fois une mise en scène qui marche trop bien parce qu'en fait on a cette petite cloche toute petite dans l'écran qui va d'un seul coup venir occuper presque tout l'écran et on ressent vraiment toute la puissance et le danger auquel fait face le chapeauté. Là encore une fois la cloche est toute petite et hop en 2-3 images, tac, elle vient occuper vraiment presque tout l'écran ici. Ensuite le chapeauté monte sur la cloche
Et là on va passer justement du point de vue de la cloche, ça nous fait directement penser si on mettait une caméra à la place de la cloche, qu'est-ce qu'on verrait? En fait on verrait la ville vue de haut, c'est hyper impressionnant et ça rend encore une fois tout le gigantisme du géant. Il y a une superbe chorégraphie de combat. En fait c'est vraiment une scène d'action qui vient tirer parti de tout ce que la 3D permet de faire niveau point de vue, perspective, angle de caméra qui serait presque impossible à faire en vrai. Donc c'est hyper créatif, hyper inventif et vraiment on en prend plein les yeux dès le début du film. Là aussi c'est hyper stylé ce passage en 360 dans le ciel. C'est le genre de truc qui pourrait être un petit peu vomitif mais là pour le coup ça marche bien je trouve. Et hop, pose héroïque à la fin du chapeauté. Encore un autre type de plan qui avait pas encore été fait dans le combat, le chapeauté qui vient s'adresser directement à la caméra. Et on se prend la cloche dans la tête. Et voilà, il est venu à bout du géant, avec la cloche qui vient sonner le gong de la fin du combat. Et j'aime bien le petit détail de la poule qui vient donner un bouquet au chapeauté, parce qu'en fait ça nous rappelle que cet énorme géant a été battu par un animal de la taille d'une poule, tout simplement. Et donc ouais, première scène très très stylée. Ce qui va nous amener à cette deuxième scène qui est aussi très intéressante et que j'étais obligé d'aborder, c'est l'apparition du loup pour la première fois. Alors on a la petite bougie qui vient se faire souffler ici. Alors déjà dans ce plan, je trouve que ce grand vide suggère qu'il manque quelque chose à l'écran. Donc c'est presque, on pourrait déjà deviner qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître. Et donc le chapeauté se baisse et son chapeau va venir obstruer tout pile cette partie de l'écran. Là il entend le sifflement et on voit vraiment que à peine le chapeau libère un petit peu d'espace de miroir que déjà le personnage est apparu. Et donc voilà, donc pareil encore une fois un personnage qui est bien plus grand que le chapeauté et dont on n'a toujours pas vu les yeux encore. C'est seulement quand il va se tourner qu'on va apercevoir ses deux yeux rouges luisants. Et clairement le design du loup est juste parfait, il est imposant, menaçant. Les plans mettent bien en avant que le chapeauté est tout petit par rapport à lui avec ses petits verres de lait, voilà, il est tout mignon. Là encore une fois les indices qui étaient donnés depuis le début avec le mot dead, puisqu'en fait c'est la mort. Et donc le chapeauté va pas se laisser démonter, il va le défier mais bien sûr ça va vite tourner au vinaigre. C'est vraiment en 2 images son épée disparaît, tac. Ah, et là quand on regarde image par image, on voit que le chapeauté a presque traversé le loup mais visiblement ça l'a pas touché. D'ailleurs on voit aussi qu'ils ont dupliqué le personnage parce que là il y a 2 fois la tête du loup pour vraiment amplifier cet aspect vitesse, tellement qu'il va vite on dirait qu'il fait du multiclonage. Là on le voit bien aussi qu'il a 2 fois sa tête comme ça. Et regardez-moi ce plan hyper stylé où on voit les 2 yeux du loup ultra menaçants et les 2 yeux du chapeauté qui sont apeurés dans le reflet des lames, vraiment stylé. Toutes les idées de mise en scène elles sont incroyables dans ce film. Et assez vite le chapeauté va se retrouver impuissant. Et donc là on passe par un moment clé où en fait le chapeauté va se faire blesser. Là on le devine pas encore parce qu'en fait si on regarde bien on se dit que la lame l'a effleuré mais ça l'a pas touché. Donc voilà avec ces plans magnifiques où le fond est rouge et ce fond avec les yeux du loup c'est vraiment stylé. Et là on a ce plan hyper rapproché avec le reflet du loup dans les yeux et la première goutte de sang qui va couler le long du front du chapeauté qui va donc réaliser sa mortalité. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui a beaucoup été relevé dans pas mal d'analyses et de critiques mais effectivement c'est une des rares fois où on voit un héros saigner dans un dessin animé. Je pense que ça arrive pas souvent et ça vient tout de suite donner une gravité, une profondeur au moment et ça le rend vraiment bien plus intense. Et alors après est-ce que ça classe ce film automatiquement comme pas tout public, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment rare qu'on montre du sang dans un film d'animation, surtout chez DreamWorks qui se veut en général plutôt tout public quoi. Avec voilà son poil qui va se hérisser. Et on va pas trop continuer sur cette scène de combat parce qu'il y en a d'autres plus tard dans le film. Et on va passer à cette troisième scène que j'ai sélectionnée avec la découverte d'un autre antagoniste du film qui est Big Jack Horner. Et voilà, première chose qu'on voit du personnage, son gros pouce rose dégueulasse qui vient se planter dans une tourte. Deuxième chose qu'on voit du personnage, sa grosse bouche dégueulasse. En fait c'est super efficace parce que chaque plan raconte direct quelque chose, on est direct plongé dans un petit peu l'univers de ce personnage là avec juste 2-3 plans. Voilà il vient l'essuyer sur son tablier bien sale, on voit ses pâtissiers et on découvre enfin le personnage dans toute sa splendeur. Le design de ce personnage il est vraiment bien foutu je trouve parce qu'il est tout difforme, on va mieux le voir après sur un plan un peu plus écarté. Voilà quand il va rentrer dans sa salle avec tous ses trophées et tout. Voilà le perso, il est vraiment tout difforme en fait, c'est un perso qui est à la fois grand, à la fois gros mais en même temps il a une petite tête, il a des mains hyper loin de sa tête, il a des jambes plutôt fine par rapport à sa grande carrure et malgré qu'il ait une tête assez petite par rapport à son corps, il a un visage encore plus rassemblé, encore plus petit donc ça lui fait des petites expressions comme ça. Donc ouais ça fait un peu des petites expressions qui peuvent rappeler un peu un bébé sous certains aspects parce que c'est un peu un bébé ce perso aussi. Et bien sûr sa coiffure rose ignoble avec ses petits cheveux qui flottent à chaque coup de tête, c'est hyper marrant. J'adore ce passage avec les sœurs serpents qui essaient de raconter à Jack Horner comment elles ont chopé ce coffre et lui il s'en fout, il veut juste récupérer le coffre donc il va vraiment râler comme un bébé qui pique sa crise quoi. Donnez-moi ce coffre! On voit vraiment le genre d'expression qu'il peut avoir avec ici son visage qui vient s'écraser pour faire à peine 2 cm de largeur quoi. Avec voilà sa petite chevelure rose qui vient un petit peu renforcer chaque coup de tête, c'est vraiment marrant. Et ouais j'adore les expressions de mépris ou de colère qu'ils arrivent à lui faire. C'est vraiment un personnage qui est hyper chiant sous plein d'aspects et il est vraiment détestable à sa manière et je le trouve super réussi ce personnage. Et du coup ça nous amène à cette quatrième scène où du coup ils ont réussi justement à subtiliser cette carte à Jack Horner. Je voulais un petit peu décomposer ce moment où en fait ils posent leurs mains sur la carte et ça fait apparaître tout un univers devant eux. Et donc je pense que ça va être assez sympa à regarder image par image la transformation. Donc là d'abord on a le résultat quand c'est le chapeauté qui va venir poser sa patte. On voit on a vraiment des mottes de terre qui se décrochent du sol. On voit que tout le décor a été un petit peu séparé en 4 blocs un petit peu en 4 différentes couches. Et du coup on voit cet univers de lave qui va venir remplir l'écran
par le bas. Et puis voilà, il y a des espèces de montagnes, de volcans qui poussent comme ça en même temps. Les beaux cerisiers roses sont remplacés par des vieux arbres tordus comme ça. Et le traitement du feu est chouette aussi parce que je pense que c'est quand même un feu généré par les équipes FX 3D, mais il a un rendu vraiment dessiné. Et donc après, c'est Kitty Patte de Velours qui va essayer sa version à elle. Donc voilà, c'est vraiment stylé comment on voit tout l'univers qui tremble. Encore une fois, on voit que c'est décomposé en plusieurs modules. On voit que les montagnes du fond tombent en premier dans le décor. Et en fait, tout le décor va s'affaisser un petit peu pour se fondre avec un autre décor qui vient monter pour le remplacer, qui est ici plutôt vert et empoisonné. Et tout ce qui était un petit peu enflammé vient être remplacé par ces effets de fumée toxique. Donc bien sûr, ils ont choisi des univers qui contrastent beaucoup visuellement. On passe d'un truc très rouge à un truc très vert, donc c'est vraiment hyper voyant. Et à la fin, ça va être la version de Perito. Et là, on voit bien aussi comment chaque roche rentre un petit peu chacun son tour dans le lac d'acide. Et tout le lac va s'assécher un petit peu comme ça. Et sur ces images de transition, on voit qu'il reste plus qu'un terrain tout sec ici. Et hop, on a toutes ces collines arc-en-ciel qui viennent un petit peu rebondir comme ça, avec des formes hyper arrondies. Et on a ce petit chemin magique qui vient tracer tout le chemin là, un petit peu comme un tapis rouge qu'on viendrait dérouler. Et qui vient faire toute une onde qui arrive jusqu'au personnage au premier plan. Et pour couronner le tout, ce petit arc-en-ciel qui se trace à la fin. C'est vraiment stylé. Et du coup, ils se rendent compte que Perito, il a un chemin de rêve quoi. Alors, autre scène clé du film qu'on va aborder, c'est ce moment où le chapeauté a vraiment peur pour sa vie. Ça y est, le loup a une emprise totale sur lui. Donc il y a pas mal de choses importantes à regarder en mise en scène encore une fois. Donc voilà, d'abord on est braqué sur l'émotion du chapeauté, on comprend vraiment qu'il a peur. Il tourne les yeux vers une extrémité et ensuite on voit qu'est-ce qu'il voit. En fait il voit des formes de loup à travers les branches, c'est hyper bien pensé. Là on est vraiment presque en fisheye sur l'expression du chapeauté, son visage est presque déformé par le plan de caméra. On a le loup qui apparaît ici mais avec ce tronc d'arbre ça devient tout de suite une silhouette de roche en fait. On voit le choix de la composition aussi, tout est hyper terne, tout est un peu mort et en fait on a juste un tout petit point de vie ici. Mais on voit qu'il a quand même pas son pelage roux éclatant comme d'habitude, on voit qu'il est lui-même devenu un petit peu terne et morose. On a ce plan un peu tournoyant au-dessus du chapeauté qui vient vraiment nous faire ressentir toute sa paranoïa. Donc voilà, il fait vraiment une crise d'angoisse littéralement. Et il va se calmer petit à petit avec Perito. Et c'est assez intéressant comment dans l'animation ils le font passer par des micro-expressions. Genre là il a presque un sourire en fait parce qu'il commence à être apaisé grâce à Perito. Mais il quitte quand même pas son expression avec ses oreilles baissées. On comprend quand même qu'il est encore dans le doute, dans la peur, tout ça. Et ouais, non, vraiment une super scène. Même dans le rythme, les plans s'enchaînent de manière effrénée. Enfin, ça fonctionne vraiment bien, je trouve, cette scène-là. Puis même, encore une fois, c'est rare de voir le personnage principal autant dans le mal, autant être confronté à la mort directement, quoi. Donc, super scène. Alors après, autre scène intéressante, c'est une nouvelle apparition du loup qui va venir détruire un à un les différentes versions du chapeauté, les différentes vies qu'a eu le chapeauté avant. Donc voilà, encore une fois, le choix de mise en scène de mettre les différentes versions des chapeautés dans des énormes cristaux, c'est pas anodin, ça permet de faire ce genre de plan très stylé avec la grande tête du loup qui est zoomée à travers le cristal. Et ça permet aussi à chaque fois qu'il en détruit une, c'est ultra violent, c'est vraiment, il détruit sa vie en 1000 morceaux. C'est à la fois un peu métaphorique, mais c'est aussi très visuel, bien sûr. Et voilà, il va détruire chaque cristaux, mais d'une manière différente à chaque fois, donc c'est vraiment original et assez créatif. Et donc le chapeauté va prendre ses jambes à son cou. Et on a ce plan aussi que je trouve très stylé où le loup se met à sa poursuite là. Tac, il disparaît en 2-3 images de l'écran, c'est vraiment stylé. Il va tellement vite que ses yeux rouges laissent une traînée dans l'écran et donc vraiment il jaillit vers l'écran, c'est vraiment classe. Et en fait il va tellement vite qu'à ce moment là on fait exprès de laisser quelques frames de vide parce que le caméraman n'a pas eu le temps de changer de plan. En fait même dans le cinéma d'animation on s'imagine toujours le truc comme s'il y avait un vrai caméraman et donc là typiquement le caméraman n'a pas eu le temps de changer de plan, le loup elle est tellement vite est sorti tellement vite de l'écran que on se tape quelques frames de vide. Alors après une scène vers la fin qui est assez intéressante, c'est quand tous les personnages vont venir tracer, parce qu'il y a quelques personnages dont on n'a pas encore parlé, notamment Boucle d'Or et les Trois Ours. Donc en fait cette scène elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnages à gérer et il y a beaucoup d'actions à gérer aussi. Donc faut que tout ça s'enchaîne d'une manière lisible et en même temps un petit peu stylée. Et en fait c'est vraiment le genre de scène où vu que tous les personnages convergent vers le même point, forcément ça donne un joyeux bordel. Donc comment on organise ce bordel? Comment on va chorégraphier en fait tout ce bazar? Donc d'abord voilà, chaque personnage fait un petit peu son attaque, il y a des esquives qui se font. Il faut qu'on sente en même temps que le chapeauté est un peu débordé parce que ça arrive de tous les côtés. Donc il a pas fini d'en esquiver un, qu'il y en a un autre qui lui saute dessus, il se fait écraser, il perd la carte. C'est assez frénétique. Donc après on passe du point de vue de la carte qui s'envole. On sait qu'elle va être récupérée forcément par quelqu'un parce qu'ils sont tous à sa recherche. Donc là on se dit ah ok c'est cet ours, mais en fait hop il y a Perito qui est pas loin non plus. Et en fait hop c'est aucun des deux dans l'agitation. C'est Boucle d'Or qui revient, mais elle est immédiatement suivie du chapeauté qui lui marche sur la face pour récupérer à son tour la carte. Et en plus de tous ces personnages, il y a le décor qui se met aussi à faire des siennes un petit peu parce que voilà les toiles se décrochent du sol donc ils sont même pas tirés d'affaire. Jack Horner qui tire des espèces de boules magiques. Donc là c'est au tour de Kitty Patte de Velours de faire un petit peu de démonstration d'agilité. Elle esquive les projectiles de Jack Horner. Il y a l'autre qui arrive avec ses scies. Elle esquive les scies en même temps. Et elle se prend un projectile. Donc ensuite on a le chapeauté qui a peur de s'envoler dans le décor et de mourir bien sûr. Donc on a Kitty Patte de Velours qui arrive et là cet enchaînement est vraiment stylé aussi. Il y a Boucle d'Or qui s'effondre au sol. Du coup ça fait une rampe de lancement pour Kitty qui saute, mais son saut va être interrompu par hop, un des ours. Du coup elle perd la carte.
l'ours, oh super, une carte, je la chope. Mais en fait dans le geste de caméra, on continue de dézoomer et on se rend compte qu'il y a Jack Horner qui tient l'ours en joue avec son sceptre. Sauf que Jack Horner, vu que c'est un connard, il fait le malin, il prend le temps de faire le malin et du coup il va se faire interrompre par un autre ours. Et là pareil, ce moment c'est trop drôle, cet ours fait trop le malin, mais du coup Jack Horner ça lui laisse tout le temps pour le renvoyer. Et ouais, clairement cette scène qu'on va aborder, ça va être l'ultime combat entre le chapeauté et le grand méchant loup, avec du coup pour unique décor ces flammes constantes en arrière-plan. Là on peut voir le loup va tellement vite que ses lames elles se déforment comme si c'était un espèce d'élastique, alors que c'est bien sûr une lame en métal. Très stylé aussi comment le museau du loup a été plaqué presque sur l'objectif de la caméra pour faire cet effet hyper déformé avec son corps qui est un petit peu en pointe derrière. Et là la caméra vient tourner autour du loup, donc on constate toute sa vitesse. Pareil pour le chapeauté, un petit peu le même style de plan. Voilà, ici on retrouve les étincelles qui font éclairer les persos, donc toujours une light en 3D dans la scène. Là on a un passage en silhouette comme ça, c'est hyper esthétique, c'est très stylé. On a ce genre de plan avec le loup qui surplombe vraiment le chapeauté, avec sa grosse patte sur la toute petite épée du chapeauté, puis hop il abat sa lame sur la lame du chapeauté. D'ailleurs on constate à quel point la lame du chapeauté elle est vraiment toute fine comparée à l'arme du grand méchant loup. Donc il arrive quand même à asséner un coup au loup ici. Et du coup c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand tu bats une première fois un boss, il va passer un petit peu à un niveau supérieur. Donc là le loup il va faire tournoyer ses lames et hop il les assemble en une seule et même arme. Et il passe par des poses très stylées comme ça. Je sais pas trop quel art martial ils ont pris en référence, mais en tout cas c'est classe. On voit vraiment à quel point le loup va vite parce que là il se téléporte dans le plan. C'est à dire que là il est pas là et hop en une image il apparaît sur le chapeauté. Pour bien faire ressentir la puissance, on a des éclats de lumière comme ça qui font presque comme un éclat de soleil un peu. On ressent toute la puissance des coups. Le chapeauté se fait maltraiter. Il a perdu son épée, donc là normalement il a déjà perdu le combat, mais le loup va lui laisser un petit peu une chance. Donc là le chapeauté va lui aussi sortir un petit peu sa botte secrète. Il va lui aussi un petit peu augmenter son niveau. Donc là on sent qu'on passe à un combat un peu plus équilibré qu'avant. Il arrive à casser l'arme du loup. Ici on reconnaît un peu la parade du loup du début du film, sauf que cette fois c'est le reflet des yeux du loup qui sont plutôt énervés. Avant on avait le reflet des yeux du chapeauté qui était attristé, là on a plutôt en fait le chapeauté en réel avec des yeux de défi et les yeux du loup qui sont un peu frustrés parce qu'il commence à se faire un petit peu surpasser au combat. On voit comment l'impact se forme là de manière progressive quand on regarde image par image, c'est vraiment stylé, avec encore cette couleur jaune, la même qu'on avait au début avec le géant, qui signifie en fait ici un choc un petit peu douloureux. Et là c'est le loup qui perd ses deux armes et c'est le chapeauté qui va lui renvoyer. Donc ça y est, les niveaux se sont inversés et le loup s'approche une dernière fois du chapeauté en le regardant droit dans les yeux, avec ses plans, avec le reflet du chapeauté dans les yeux, c'est vraiment stylé. Et ouais, ça conclut ce combat de haute voltige de manière assez intense. Et nous voilà arrivés au bout de cette 5e analyse d'animation. J'espère qu'elle vous a plu. Fallait évidemment qu'on parle tôt ou tard de ce fameux chapeauté 2 qui a tant remué les fans d'animation. Tu peux à ton tour suggérer les prochaines œuvres que tu aimerais voir dans une analyse d'animation. Pour me soutenir, c'est simple, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir rejoint la chaîne après avoir vu la vidéo sur le DreamWorks oublié, ça fait hyper plaisir, donc bienvenue à tous. Ici c'est une vidéo toutes les 2 semaines, donc du coup on se retrouve d'ici 2 semaines comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. C'était Sio, ciao, à la prochaine.